avec l'intelligence artificielle que j'ai imaginée il y a pas très longtemps, parce que j'ai partagé des idées il y a quelques jours et je suis satisfait du résultat parce qu'en quelques jours, j'ai pu quand même créer une base de données, personnaliser l'IA et vous allez voir, on va lui poser quelques questions. Alors là, pour changer, ça va être sur de l'IA vocale, donc j'espère que vous allez entendre du coup l'agent IA parler. Voilà. Voilà un peu pour le programme. Sinon, je pourrais présenter aussi un autre cas d'usage que j'avais présenté aux ambassadeurs de la data. On verra si on a un peu de temps ou pas. Voilà. Sinon, pour moi, effectivement, on est sur une maturité des outils sans précédent pour moi. Et bon, je te laisse peut-être parler, Zacharia, ou tu veux que je continue un peu sur l'introduction? Ah, bon, on a perdu Zacharia. Oui, alors les plateformes ou outils no-code ont atteint une maturité sans précédent dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles nous permettent d'intégrer l'IA de personnaliser. Voilà. Oui, Zakaria? Ouais, une seconde, s'il vous plaît. Alors, c'est grâce au no-code qu'on va pouvoir rendre l'IA accessible à tous. Alors, le no-code, j'attends, c'est Zakaria qui est censé vous présenter un peu les notions de base. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour intégrer l'IA dans son système d'information, ça passe par des outils no-code, voilà, pour le choix du modèle de langage, le choix de la base de données, la captation des données via des formulaires. Voilà, on verra que souvent, l'intelligence artificielle, on ne peut pas lui donner des données brutes tout de suite. Enfin, si vous donnez à l'IA des données brutes et vous attendez un retour, généralement, ça va mal fonctionner. Donc, il faut d'abord que la donnée soit traitée, qu'elle soit combinée à d'autres sources de données. Et puis, il faut que, bien sûr, on donne beaucoup de contexte à l'IA pour qu'elle puisse comprendre nos besoins. Et puis, on va pouvoir, quand on va justement maîtriser ces outils no-code qui nous permettent de créer des nœuds entre les diverses applications, c'est là où on va pouvoir être très performant et répondre aux besoins, aux nouveaux besoins. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir un système d'information, on va dire, plutôt. L'idée, c'est de favoriser la créativité. Donc, on va pas avoir. L'idée, c'est pas d'avoir des process identiques dans nos cabinets. C'est plutôt aller chercher cette créativité. On va chercher une forme d'optimisation des processus. On va s'intéresser à la RPA avec la robotisation avec Power Automate. Donc là, les éditeurs ne sont pas prêts à nous donner les données, donc nous, on peut les chercher avec de la robotisation. Euh, le robot, euh, le robot va, va enregistrer les mouvements de la souris. Nous, en tant qu'humain, quand on bouge notre souris, on va aller sur notre logiciel métier, on va exporter un document, on va l'exporter sur Excel, par exemple. Voilà, et donc l'outil de robotisation va capter tous nos mouvements, il sait qu'on va l'enregistrer dans tel dossier, il sait qu'on va pouvoir, il va pouvoir le partager à des plateformes no-code et on va pouvoir comme ça créer des flux de travail. Alors, on parle beaucoup dans notre profession de l'indépendance numérique, justement. On déplore le manque d'interopérabilité entre nos solutions métiers. Alors, le no-code, c'est nativement conçu pour se connecter à différents outils, à différentes solutions. Donc, la question ne se pose pas pour le no-code. Euh, L'idée, c'est justement que tous les outils, tous les logiciels puissent se connecter et partager de la donnée via très souvent des API ou des webhooks. Voilà, qu'on présentera un peu plus tard. Zacharia, est-ce que tu es prêt pour commencer? Parfait. Moi, j'ai pu m'installer, donc là, on est bon.
Ok, donc les outils no-code aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont posé la question lorsqu'ils ont soit démarré, soit créé leur cabinet, ou même si un chef d'entreprise, quel qu'il soit, commence à travailler, pose des questions sur ben, comment gérer son CRM, comment gérer un SIRH éventuellement. Et la problématique, c'est que ben, bien souvent, on n'a pas de notion de codage, on n'est pas des codeurs. Et il y a des gens assez sympas qui se sont dit, tiens, on va créer des outils pour permettre d'avoir un certain niveau de personnalisation sur le traitement des données, le traitement des flux. Et on va pouvoir leur donner accès, et bien souvent sur des accès gratuits pour une partie intéressante des outils. Et, donc avec des fonctionnalités qui dépassent bien souvent les outils traditionnels. Juste, Zacharia, c'est vrai qu'on nous a vendu très souvent l'expert comptable augmenté comme quelqu'un qui va apprendre la programmation, Python. Il y a quelques années, c'était la tendance. Alors, surtout pas, bien sûr, nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans la logique où l'expert comptable, c'est un métier généraliste. Et justement, on a des outils no-code super puissants aujourd'hui qui sont très mûrs. Et donc, surtout pas, nous, on est contre l'apprentissage de la programmation. Voilà, et puis, c'est plus dans l'air du temps du tout avec l'IA qui arrive. Donc, rassurez-vous, euh, on ne va pas faire de vous des programmateurs informatiques, ce n'est pas du tout le sujet. L'expert comptable augmenté, pour moi, c'est une vision transversale et c'est des outils qui proposent cette transversalité. Donc surtout pas, voilà, l'apprentissage du code, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors, ce que tu dis est juste, hein, à l'époque où j'ai démarré, sur certaines missions d'audit, la question de l'apprentissage de Python se posait vu le flux de données que l'on pouvait recevoir. Et c'est vrai qu'au travers de certains outils no-code qui peuvent gérer des grosses bases de données et de pouvoir justement faire des contrôles d'interopérabilité entre elles, ça peut être très très largement suffisant, même dépasser ses attentes. Alors, moi j'y vois en fait deux aspects au niveau du no-code. Le no-code, pour moi aujourd'hui, on peut le traiter en interne, c'est-à-dire que bah, en faire un outil de gestion interne assez puissant. Et deuxièmement, moi, c'est ce que j'ai déjà fait avec certains clients, c'est-à-dire que j'ai déjà proposé des installations chez eux sur des outils no-code. C'est simple, hein, il l'avait vu chez moi et puis il s'est dit, tiens, ça serait pas mal si tu peux venir installer ça chez moi. On en a à peu près la même utilité. Et c'est des missions que j'ai vendues, donc d'installation d'outils no-code et notamment de Notion qu'on verra aujourd'hui chez certains clients qui aujourd'hui l'utilisent et en sont plutôt contents. Alors, qu'est-ce qu'un outil no-code? Aujourd'hui, un outil no-code, en gros, vous ne savez pas programmer, d'accord? Mais vous avez des idées. Vous avez des idées, vous avez envie voilà, de créer un workflow. Alors, certains d'entre vous vont peut-être utiliser Asana ou Trello, etc. Mais il faut savoir que on peut très bien le faire avec des outils no-code qui, vont utiliser des outils également en interopérabilité comme Asana ou autre. Et ça permet véritablement, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a une, une vraie, des vrais outils coopératifs en fait. C'est-à-dire que c'est pas du workflow en flux descendant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment rendre la chose interopérable avec vos collaborateurs, mais également avec d'autres outils. C'est ça, voilà, la vraie puissance du no-code aujourd'hui sur les outils en tout cas que l'on va vous présenter. Alors, je partage complètement ton avis, Zacharia. Pour moi, justement, on change de culture. On change Mm. complètement de culture où on est sur effectivement, du collaboratif. On a des tableaux de bord partagés, ça, c'est par essence. Dans notre métier, en tout cas, ça sera ça. Donc, ça va fluidifier les échanges. On va pouvoir partager les connaissances entre membres de l'équipe, donc collaborateurs et superviseurs, collaborateurs. Donc, on va développer ces compétences numériques, mais d'une manière du coup plutôt simple. On ne va pas aller du tout sur du code. Ça va être du Mm. glisser-déposer de composants qui sont ultra puissants. Mais une fois que le paramétrage est réalisé,
une fois que le flux de travail est pensé et mis en route, après, il suffit de l'exécuter et de suivre les résultats en équipe. Mais voilà, c'est une nouvelle culture. Ça permet justement d'aller sur de la data, parce qu'on parle de nouvelles missions et de nouveaux métiers. Mais justement, le no-code, avec la facilité avec laquelle on peut capter de la donnée, la transformer et l'envoyer sur des plateformes ou d'autres applicatifs, ça permet justement d'avoir cette culture data qui s'installe progressivement au sein du cabinet. Et c'est, je pense, le plus important. C'est ce qu'on va aller rechercher. Euh, voilà, donc au niveau de l'analyse, l'exploitation de la data, on sait qu'on va aller sur de l'extra-financier plus tard. Donc, en tout cas, pour moi, le plus important, si vous devez développer des nouvelles compétences en cabinet, c'est justement cette capacité à capter la donnée via des API. Alors après, il faudra choisir un outil no-code. Mais en tout cas, si vous arrivez à vous connecter à des API, que ce soit Infograph, que ce soit Papers, que ce soit et puis, vous allez connecter du coup cette data à des flux de travail que je vous présenterai tout à l'heure avec une plateforme qui s'appelle Aniten. Là, on va créer des processus automatisés de travail qui peuvent être très puissants. Ouais. Ok, donc gain de temps, gain d'argent et surtout une personnalisation vraiment c'est du sur-mesure. Alors, ensuite, il y a pléthore d'outils no-code. Alors aujourd'hui, c'est vrai que là, je vous en présente quelques-uns. Euh, il faut qu'aujourd'hui, vous trouviez vraiment les outils no-code qui correspondent le plus à vos besoins. Il y en a certains qui sont un peu, on va dire, des incontournables. Je vais donner par exemple l'exemple de Zapier. Zapier, c'est ni plus ni moins qu'un hub qui vous permet de connecter vos outils de code à plein d'autres outils. Typiquement, vous les connectez à Notion avec votre Outlook et via Zapier. Donc, en fait, il faut faire un petit peu son marché sur les outils. Nous, on va vous y aider un peu aujourd'hui en vous faisant une démonstration sur quelques outils no-code. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'association des outils est aussi vaste que vos besoins. Donc, si demain, vous avez un besoin bien particulier, ben, vous allez peut-être avoir besoin d'intégrer Airtable, qui n'est pas présenté là, avec un autre outil, avec Zapier ou encore Airtable, Zapier plus Notion. Et ces briques-là c'est pas extrêmement compliqué de les additionner. Bien au contraire, c'est d'une facilité assez déconcertante au vu des API qui entre elles. Alors, juste, Zachary, tu as présenté Webflow. Alors, c'est vrai que moi, initialement, mon site web, il est sur WordPress. Mais Ouais. alors, je me suis dit, il faut que je change, il faut que j'essaye de moderniser un peu mon site web. Et c'est vrai que j'ai fait des recherches. Webflow est très intéressant parce qu'il permet que toute la data qui est présente sur votre site web ou toute la data qui va venir via des formulaires peut être justement utilisée sur les autres plateformes, les autres outils, que ce soit un outil Exactement. que ça soit. Mm. Donc, moi, je compte migrer sur Webflow. Là, dès que j'ai un peu de temps, je vais passer de WordPress à Webflow parce que Webflow, pardon, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus connectable aux autres applicatifs, que ce soit marketing, que ce soit, on va Tout à dire. fait. Et cette flux de data, on peut également la capter via Bubble, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un changement complet au niveau de l'utilisation du hardware. C'est-à-dire que fut un temps, on sortait tous son PC pour aller sur Internet. Aujourd'hui, la facilité, c'est le téléphone, c'est l'applicatif. C'est soit vous avez un Webflow qui est optimisé pour un surf sur un smartphone, soit vous créez un Bubble avec une application qui vous permet d'être voilà, peut-être plus en ligne avec votre besoin. En tout cas, tant et si bien que on est sur des outils qui permettent de récolter de la data. Et aujourd'hui, le maître mot du no-code, c'est d'être maître de sa data. C'est-à-dire que vous récupérez un max de flow via ces outils-là, vous les interconnectez via Zapier et vous les retraitez via Notion qui permet le traitement de ces bases de ces bases de data. C'est pour ça qu'on vous a mis un peu ces exemples-là parce que leur interopérabilité,
permet quand même d'avoir une maîtrise du flux qui est assez puissante. Techniquement, vous pouvez largement avoir comment dire, un formulaire sur Webflow, sur Bubble, qui vient s'interconnecter sur Notion et vous faire comment dire, des mails sur Outlook en vous disant, tiens, j'ai identifié un panel de clients qui seraient potentiellement intéressés car ils ont regardé 10 à 15 fois cette telle ou telle page web, quoi. Et ça reste quand même hyper puissant pour gérer la data, en tout cas. Hop. Outil no-code pour la gestion de la relation client. Alors là, on va passer sur quelque chose qui va être un petit peu plus de l'ordre du, de l'exemple. Donc, moi aujourd'hui, no-code, je l'ai utilisé et je l'utilise encore pour la partie CRM. Alors, tac, je vais essayer de vous montrer ça. Ça arrive. Alors, je vois juste un message, problème du no-code, RGPD, partage de données et fuite. Alors non, pas forcément, parce que nous, l'idée, c'est quand on partage la donnée, bien sûr qu'il faut qu'elle soit anonymisée, mais justement, l'outil no-code peut réaliser. En fait, on ne stocke pas de la donnée, c'est un flux de travail qui est assez léger. Et donc, l'idée, c'est pas d'avoir des bases de données où on va stocker. Enfin, moi, tout à l'heure, je vais vous présenter une base de données, mais sur des flux de travail, on n'est pas forcément sur de la data qui est conservée. On est sur de la data qui est utilisée une fois et puis on passe à un nouveau flux de données. Et puis, soit on va aller envoyer un email automatiquement au client, soit on va aller remplir des cellules d'un tableur. Voilà, donc il n'y a pas plus de risque de fuite de données que les flux que le flux de travail quotidien. Alors en fait, j'irais même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des outils comme Notion, voilà, il y a quand même un certain niveau de protection au niveau des accès, c'est-à-dire qu'il faut faire des accès personnalisés, protégés. C'est Ouais. sûr que il y a toujours mieux en termes de protection, mais ce n'est pas complètement ouvert. C'est ça qu'il faut entendre. Oui, il y a beaucoup d'outils no-code qui proposent maintenant le cryptage de toutes les Tout à datas fait. qui sont C'est le déposées. cas. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc il faut comprendre un peu, là on va prendre Notion qui est un outil je trouve assez intuitif et on va faire un petit exemple pour vous expliquer un peu le pas à pas sur Notion. Notion aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser, on va en faire à partir de rien, c'est toujours intéressant. Donc là, j'ai dépassé la limite parce que je suis en forfait gratuit. Hop, là j'ai créé celui pour le café numérique. Alors ici, je lui ai demandé tout simplement via l'IA, et ça je vais pouvoir vous le refaire. Alors, il faut comprendre que Notion fonctionne par page et par bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je peux largement travailler sur, voilà, une page. Si je veux faire une autre page, en fait, je peux faire en fait des sous-catégories. D'accord? Donc là, je peux rajouter une page. Là, il me l'empêche parce que j'en ai joué un petit peu trop. Donc on va enlever peut-être celui-là. Hop, supprimer. Voilà. Hum, hum, Voilà. Donc là, on peut rajouter notre page. Donc typiquement, utilisation de Notion.
D'accord? Je peux demander à l'IA qui va écrire quelque chose sur l'utilisation de Notion. Vous voyez, il reprend tout de suite le titre et il va tout de suite me rédiger un contenu. Voilà, ça permet déjà de gagner un petit peu de temps. Vous mettez un titre assez explicatif et il va vous permettre déjà de pouvoir un petit peu vous donner, on va dire, un peu de matière pour éviter le syndrome de la page blanche. C'est un peu mieux que copilote, quoi. C'est ça? Exactement. C'est un peu mieux que Copilot parce que, en fait, on se retrouve avec des outils qui évoluent déjà, je trouve, un peu plus vite que Copilot et qui sont interopérables. Donc là, voilà, on a une nouvelle page et vous voyez que dans l'arborescence, si je viens là, on voit café numérique, utilisation de Notion. Voilà. Faut voir que aujourd'hui, on travaille en bloc. C'est-à-dire que là, il y a une page qui est un bloc, mais je peux rajouter d'autres choses. Typiquement, là, je voudrais rajouter une vidéo sur l'utilisation de Notion. D'accord? C'est totalement possible. Alors, hop, Notion. Prendre peu importe celui qu'on prend. Hop, et on va copier la source. Voilà. Donc ici, vous ajoutez une brique supplémentaire. Il y a deux façons de faire. Soit vous appuyez sur plus, soit vous appuyez sur slash, vous marquez YouTube, vidéo. Voilà. Et ici, vous collez votre vidéo. Et là, celle-ci, elle sera intégrée dans votre page et vous pouvez complètement donc créer une annotation. Par exemple, moi, j'ai fait un process sur le KYC. D'accord? Sur le KYC, je l'ai fait via Notion et j'ai un clou dedans. Donc, la documentation de l'ordre sur tout ce qui était l'ABST. Donc, ça permet aux collaborateurs d'avoir la liste, et là, on peut même demander à l'IA de nous aider, pour justement dresser une liste des pièces nécessaires lorsqu'on reçoit un nouveau client. Ça reste quand même assez puissant parce que, en fait, ça va vous faire gagner un temps assez important parce que vous allez mettre toutes les pièces au même endroit. C'est-à-dire que vous mettez la documentation, vous mettez donc votre process et il est accessible à tous les collaborateurs à n'importe quel endroit. Autre avantage, c'est-à-dire que si cela évolue, si par exemple le lien vers lequel vous avez fait vous avez lié le document, si c'est par exemple une page internet, si celle-ci elle évolue, si la documentation, si la législation évolue, votre page évoluera avec. Vous pouvez après, bien évidemment, travailler ici. Hop. Donc, on va essayer de travailler une réflexion sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Une réflexion à propos de la récolte de données liées aux procédures KYC. Tu sais quel modèle d'IA ils utilisent, du coup, Notion? Alors, bonne question. J'avoue que ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt assez pertinent. Oui, c'est assez fluide, c'est bien. Mhm. Voilà, donc clairement, ça permet de se donner des idées, de les structurer, et derrière, vous avez même la possibilité donc de les mettre à votre sauce, hein. C'est-à-dire vous pouvez largement en changer la couleur avec un fond vert, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça vous permet d'avoir des choses qui sont assez sympas, assez propres. Vous pouvez les lier, vous pouvez leur mettre des titres, vous pouvez rajouter des images, une banque d'images.
Donc, sur une plage aussi, vous pouvez aller en chercher. Donc, typiquement, là, on peut, J'ai bien compris, Zacharia, ça remplace Word pour toi? Ça ça remplace. remplace pas, remplace pas Word parce que Word, moi, j'utilise vraiment encore pour tout ce qui va être rapport, voilà, où je travaille sur mon PC et puis voilà, je mets en forme selon mes éléments. Par contre, quand je vais faire quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de présentation, j'utilise mon code. Pourquoi? Bah, par exemple, ça, c'est un point, d'accord? Donc ça, je peux par exemple mettre, je sais pas moi, celui-là pour dire qu'on a mis cette image-là. Ça rajoute cette image. Et surtout, par exemple, si vous allez structurer vos idées. Vous voulez structurer vos idées, d'accord? Alors, je ne sais pas si je peux aller chercher Whimsical. Whimsical, c'est aussi un outil no-code que je vais vous montrer. Ça, c'est le petit bonus. Un outil no-code que je trouve hyper intéressant. Vous avez déjà tous entendu parler des mind maps, je pense. Moi, je connais pas. Ah, les mind maps, donc c'est des cartes mentales, hein. Ça, c'est Ah simple. oui, Moi, pardon. Je voilà. pensais à le nom d'un outil, oui, les cartes. Ok, très bien. OK. Et là, moi, j'en ai fait une, par exemple, pour les étapes essentielles à la tenue d'un dossier comptable en cabinet. Donc, je vais simplement marquer cela et il m'a sorti tout ça. Alors, je peux également lui en demander d'autres, hein, bien évidemment. Hop, tac, tac. Alors, c'est Donc là, on est plutôt dans le toujours. sujet formation un peu de l'équipe. Exactement, exactement. Donc là, on peut créer, je le faire dans une autre équipe. On va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Voilà. Donc ici, on peut refaire un mind map en disant, c'est pas moi, on peut dire, enfin, on reste dans la procédure KYC, on récolte des données clients dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, franchement, d'un cabinet d'expertise comptable. Hop, à partir de ce moment-là, il y a l'IA ici, et on le laisse nous donner des idées. Ce que je remarque, moi, c'est que généralement, les outils IA évoluent beaucoup plus vite et intègrent, enfin, les outils, pardon, no code, euh, d'essence, en fait, ils évoluent très vite et ils intègrent les Mm, dernières technologies. Et c'est vrai que là, enfin, moi, je le perçois avec l'intelligence artificielle. Tous mes outils no-code que j'utilisais, enfin, dans le domaine du marketing, CRM ou création d'applications, création de visuels, enfin, même les plateformes, hein, no-code ont tous intégré les modèles d'IA très rapidement. Euh, tout à fait. Donc, on voit que Whimsical est intégré à donc, à Notion. Donc, on peut le mettre ici. Donc, le lien vers votre, donc, vers votre projet sera toujours disponible. Hop. Là, je peux complètement le copier comme l'image, le mettre alors, là et le mettre juste en dessous. tu as une Donc, ça va à question, l'intérieur. Oui. Zakaria. Est-ce que c'est comme Trello avec de l'IA? Alors, en fait, ça va bien plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez envie de rajouter Trello, c'est magique. On peut rajouter Trello. Ça, c'est pas C'est-à-dire mal. qu'aujourd'hui, ah bah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir juste son workflow dans son coin, on peut intégrer le workflow et justement donner des indications aux, aux collaborateurs directement en ayant son workflow qui évolue en temps réel. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut dire, c'est que c'est un agrégateur, ni plus ni moins, de données. Et ça, mais sur un aspect quand même qui reste assez sexy parce qu'on voit quand même qu'on arrive sur des choses qui sont déjà, je trouve, déjà bien mis en forme. Alors que si vous regardez, est-ce qu'à un moment ou à un autre, j'ai passé du temps sur la mise en forme? Jamais, pas une seule fois. Je n'ai quasiment rien tapé moi-même. Et bien sûr, ça va demander un retraitement bien évidemment assez régulier, parce que bon, on voit qu'ici, sur la lutte anti-blanchiment, ça demande quelques détails supplémentaires et puis de l'agrémenter éventuellement de vos process aussi internes. Mais vous avez déjà une base. C'est-à-dire que vous ne partez pas de zéro.
Le but, c'est pas qu'il puisse vous remplacer, c'est qu'il puisse vous donner aujourd'hui une structuration qui vous prend du temps. Il vous fait gagner du temps sur la structuration, il vous fait gagner du temps sur l'agrégat de données. Voilà. Donc, sur la partie présentation, pour reprendre le fil, donc aujourd'hui, le but, c'était de vous montrer un outil de relation client. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, maintenant que vous avez on va dire, les bases de comment Notion fonctionne, il faut savoir qu'il existe des exemples, enfin, des templates assez forts hein, quand même, faut dire ce qui est. Et on en trouve partout. C'est-à-dire qu'ici, je peux t'appeler par contre template, CRM, Notion. D'accord? En règle générale, on va tomber assez rapidement sur des templates qui sont là, par exemple. Et là, on prend celui qui nous va bien. On regarde voilà, les CRM qui nous paraissent un peu plus sympas que d'autres. Et puis, ben, on prend celui qui nous va bien. Alors ça, Donc, généralement, on le retrouve dans beaucoup d'outils no-code comme les formulaires. exactement. On va Et retrouver ce qu'il y a, toutes c'est que je vais vous montrer, c'est que en fait, pardon, comment on dit, une population ou plutôt un public enfin, qui produit de façon assez pléthorique sur Notion. Donc là, on voit que c'est des outils créés par Notion. Mais ici, par exemple, c'est une personne, un utilisateur de Notion qui a créé celui-ci et qui l'a mis à disposition. Et en fait, il y a énormément de gens qui créent et qui proposent leur création sur Notion, gratuitement ou pas. Donc là, on voit qu'il y en a des payants, vous voyez. Mais on va en prendre un gratuit parce qu'il y en a quand même pas mal de gratuits. Donc là, on peut donner, par exemple, pour le CRM commercial, avec les automatisations. Donc tout à l'heure, j'en ai pris un, donc qui est ici, CRM commercial. Donc quand vous le recevez, il est comme ça. Il arrive comme ça et vous avez déjà toutes les bases de données qui sont déjà, et qui ne reste plus qu'à travailler en fait. Donc ça permet d'avoir des outils qui vous permettent d'avoir une économie de temps, mais au moins vous savez aujourd'hui en ayant fait le pas à pas comment fonctionne Notion. C'est-à-dire que là, si je vous dis, ben, après il faut retraiter ce flux de données, ben, c'est tous les dossiers, vous êtes en mesure de le faire, c'est pas un problème et vous savez à quoi ça correspond. Que Notion fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il faut l'alimenter en base de données pour qu'il puisse les croiser et à partir de ce moment-là, vous permettre ben, un travail, et surtout le travail que vous voulez. Là, on repart au démarrage, on a tous les dossiers prioritaires, les valeurs estimées à plus de 100K euros. Et en fait, comme il travaille sur les valeurs estimées à plus de 100K, c'est-à-dire qu'ici, il va aller rechercher les, euh, les noms que vous avez comment dire, dans la base de données. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à lui donner ben, le montant estimé. Il faut voir, c'est que vous avez aussi la possibilité de personnaliser les icônes. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a mis une basket, ici, et clairement mettre, je sais pas, moi, un signe euro. Voilà. Je peux mettre ce que je veux. C'est-à-dire que c'est hyper personnalisable. On peut en faire vraiment, vraiment ce qu'on a envie. Hop. On va retourner sur la présentation. Gros avantage également, c'est que pardon, sur cet outil, on va être sur la possibilité, enfin, on va avoir la possibilité de collaborer. C'est-à-dire que vous allez gérer votre CRM, vous pouvez donner des niveaux de modification à certains autres collaborateurs. Typiquement, vous avez votre assistante qui reçoit un coup de fil d'un prospect, d'accord? Elle peut l'intégrer dans le CRM, dans les prospects. Vous le voyez. Et à partir de ce moment-là, vous avez mis les éléments nécessaires à la reprise de contact avec ce prospect. Et ça, vous pouvez le faire partout où est-ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin de refaire un check avec votre assistant en disant bah, quels ont été les coups de fil de cette semaine. Et à partir de ce moment, elle a tout intégré dedans. Vous le voyez en temps réel et vous pouvelles faire les modifications éventuelles. Et bien évidemment, le lier à d'autres outils de workflow comme Trello, comme Asana. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir gérer le flux lié à vos process par rapport à la relation client. Hop. Donc ça reprend les avantages que je vous ai donnés jusque-là.
Hop, présentation de Notion pour la constitution d'un CRM. Donc là, on peut complètement personnaliser son CRM. Là, on en a fait un qui était déjà préétabli. Sur la partie CRM, je ne vous recommande pas de travailler comme ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fonction du métier que l'on a, le CRM va être véritablement extrêmement différent. Donc, il va falloir, à mon sens, le travailler donc page par page en intégrant bien sûr ces tables de données et avoir l'outil le plus fluide et le plus simple pour chacun d'entre vous. Donc, quand on travaille ce genre d'outils, moi j'aime bien travailler par arborescence où on travaille les liens, donc qui permettent de voir un peu les interopérations entre les différentes bases. Et là-dessus, Alors, c'est est-ce la que tu peux bonne façon de partager, travailler. est-ce que tu peux partager des travaux que tu as réalisés, par exemple, parce que si toi, tu réalises un outil CRM avec Notion pour ton cabinet, est-ce que tu peux partager tes travaux à une autre personne? Tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, ça peut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire que on peut partager la préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille de façon commune avec la personne qui va se charger, bah, bien évidemment de cette utilisation, enfin de ce CRM. Et tout à l'heure, on a vu qu'ici, on avait quelque chose sur l'utilisation de Notion. Voilà, par exemple, on peut retourner sur, voilà, on avait, j'espère qu'on a encore ouvert, ce sera intéressant. Ici, là. Donc, ici, on peut créer donc un outil complémentaire, d'accord? Avec ce qu'il y a de bien, moi j'aime bien cet outil, donc le Unical qui permet de travailler sur pareil, c'est l'outil gratuit, donc on est un peu limité. Il permet de travailler les relations. Donc typiquement, je peux prendre un exemple, pas un Juste, réseau peur. juste pour revenir, Zacharia, donc Ouais. si tu partages par exemple tes travaux, je repars pas de zéro, c'est ça? Ouais, tu repars pas de zéro. Et surtout, ici, tu peux clairement travailler euh, eh bien, le chart qui va te permettre de vérifier l'interopérabilité entre les différents outils, en fait. Très bien. Donc ça, c'est quand même assez puissant et ça vous permet de pouvoir structurer vos idées et de travailler sur Notion, toujours avec ce maître mot de travail coopératif. Hop. Euh, on est déjà bien avancé sur le timing. Je vais te laisser présenter de ton côté quelques outils. Tu veux... Nassim? Oui, je veux bien que tu me passes la main du coup. Ouais, ouais, je vais te passer la main parce que je pourrais largement encore en parler pendant des heures, mais hop, alors j'arrête le partage, je te passe la main. Alors, très bien. Alors, je vais vous partager mon écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, attends. Ah oui, c'est bon. Partager. Alors, moi, je vais passer du coup rapidement sur enfin, les avantages là, du no-code. L'automatisation, la personnalisation, bien sûr, de votre récit. Il y a aucun système d'information comptable ne va se ressembler. Enfin, et donc, l'idée, c'est pas justement qu'on puisse faire du copier-coller, mais l'idée, c'est de répondre à des besoins et personnaliser notre système d'information. Facilité d'utilisation, formation assez minimale. Et puis, moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Euh, alors, juste une comparaison par rapport au logiciel métier, c'est pas du tout la même approche parce que ce soit des plateformes ou des outils, on est plutôt sur une approche transversale et c'est ce qu'on va aller rechercher. On est sur de la flexibilité, des outils qui s'adaptent rapidement aux évolutions des différents métiers. Voilà. Les avantages, bah, c'est acclimatation des collaborateurs à la culture data, nouvelles compétences numériques,
la possibilité de se connecter à des API, les intégrer, des connecteurs prêts à l'emploi, et basculer, comme on a dit, c'est une nouvelle culture d'entreprise, donc plutôt une agilité organisationnelle, la culture de l'expérimentation, l'amélioration continue des processus métiers. Ce qui va vraiment, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le no-code, c'est ça, c'est le côté, j'ai un processus, j'ai un flux de travail, comment l'optimiser, comment gagner du temps, comment gagner de la productivité. Voilà. Alors, bon, là, sur les outils, je vais passer parce qu'on je pense on vous partagera le support, mais c'est pas. Alors là, j'en ai fait un rapidement. C'est pour vous dire que le no-code, on peut aller très vite. Ben, on a fini la campagne impôt sur revenu. Et je me suis dit, alors il y a des clients qui ont pris, bien sûr, la mission impôt sur revenu, mais d'autres qui ne souhaitent pas qu'on réalise la mission et donc ils veulent quand même leur case, hein. Il faut leur donner les cases pour qu'ils puissent déclarer leur impôt sur revenu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec N8N? Je pars d'un Google Sheet où j'ai mis tous les noms enfin, les travailleurs non salariés, les gérants, sur une colonne, le code du dossier, la rémunération, les cotisations obligatoires, les cotisations facultatives, et j'ai mis une colonne où prêt à envoyer. Voilà. Et donc, dès que le collaborateur ou moi, on remplissait une ligne et qu'elle était complète, on avait juste à cliquer sur prêt à envoyer, et puis N8N, donc c'est cette plateforme no code qui connecte enfin, une multitude d'applications, exécute le flux de travail et donc envoie un mail au client. Et alors le modèle de mail, alors là c'était pour les dividendes. Voilà, alors on crée un template de mail qui peut bien sûr être modifié selon si la ligne remplit telle ou telle condition, la ligne de notre tableur. Et donc, ça nous a permis de suivre vraiment que enfin, tout le monde est informé, que tous les clients ont eu leur info sur les lignes à déclarer. Donc, on l'a fait pour les dividendes. Et puis, moi, je l'ai fait aussi pour les notes de supervision dossier. Donc, pareil, je suivais sur un tableur. Dès que je remplissais une note de supervision à destination du collaborateur, ben, le flux de travail s'exécutait et le collaborateur recevait le mail. Alors, le mail reçu par le collaborateur, hop, on va aller un peu plus loin. Non, je ne l'ai pas, mais en tout cas, voilà, il recevait. Bah, c'est ce mail-ci, bonjour la team, ci-dessous la liste des dossiers avec une note de supervision. Donc, ça m'a permis de gagner du temps plutôt que d'envoyer des mails aux collaborateurs. Moi, je restais focus sur mon tableur et puis je savais que si je mettais à jour ma ligne, le collaborateur allait recevoir le mail. Donc, pour les dividendes, j'ai mis, il y a deux fois if, c'est les conditions si. Donc là, la première condition, c'était si la ligne est complète, elle est prête à être envoyée, enfin le mail est prêt à partir. Et puis après, il y avait une deuxième condition, est-ce qu'on était sur une option à la flat tax ou pas? Et donc, on n'avait pas les mêmes modèles de mail selon qu'on optait ou pas pour la flat tax. Voilà. Donc ça, à partir d'un tableur, le N8N récupère la data et puis il envoie automatiquement un mail. Voilà, c'est un scénario que j'ai réalisé rapidement là pendant la période fiscale. Euh, alors, je voulais vous montrer. Alors là, on est sur. Alors là, je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Alors, on a échangé il y a quelques temps avec des confrères. On s'est dit le gros problème de nos cabinets, c'est le turnover. C'est c'est se répéter, leur donner des infos sur la prise de connaissance du dossier, qui fait quoi, qui est le collaborateur de quel dossier. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais utiliser l'IA, on va tester, est-ce que c'est concluant ou pas. Donc, j'ai utilisé pour mon scénario une base de données qui est open source, qui est très, très puissante, qui s'appelle Supabase, qui intègre elle-même de l'IA. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître les langages SQL, les langages, voilà, le langage SQL, vous n'avez pas besoin de le connaître, vous parlez en langage naturel et vous avez vos tables qui sont connectées. Donc ça, alors Supabase, alors là je vois pas bien, je pense que je l'ai ici.
Voilà, là, c'est ma base de données où j'ai rentré la description des activités. Alors, c'est des dossiers fake, hein, ce n'est pas des dossiers pour des raisons de confidentialité, c'est des dossiers que j'ai juste créés, enfin, c'est fictif. Une boulangerie, une société de lavage, un garage automobile. Voilà, donc j'ai rentré mes infos sur ma table. Donc j'ai fait une description de l'activité. J'ai rentré quelques données, les noms des collaborateurs et j'ai une colonne spécificité TVA. Alors l'idée, c'est bien sûr, c'est quand on change, quand le collaborateur part et qu'on a un nouveau collaborateur, qui puisse directement interroger l'IA et avoir des infos sur les dossiers ou les spécificités métiers TVA. Donc, Alors, ce que tu dis là, ouais. c'est hyper intéressant parce que il faut voir que que tous les outils no-code abrègent énormément de données. Et dans tous les outils, il y a soit une barre de recherche, soit il y a de l'IA qui vous permet justement de soit croiser les données, soit d'aller rechercher les données. Par exemple, vous pouvez lui demander dans cette base de données combien de dirigeants j'ai de plus de 50 ans. Hmm. Et à partir de ce moment-là, il peut vous les ressortir, quoi. Voilà. Alors là, là, du coup, les échanges sont sécurisés parce que je suis sur des API sécurisés. Je n'ai pas donné de documents à OpenIA. Tout à fait. Je suis resté sur une base de données open source qui est très sécurisée. Et puis, je n'utilise pas du tout OpenIA en réalité. Je vais utiliser le modèle de langage qui s'appelle Llama 3, qui est beaucoup plus rapide en réalité pour du vocal. Alors là, c'est vrai que OpenIA, avec 4O, ils ont fait des progrès. Mais là, on est sur un autre modèle d'IA qui est open source aussi. Donc, on n'est pas dans la collecte des données. Voilà, en tout cas, on n'est pas dans la collecte des données. Mais après, bien sûr, on peut anonymiser en amont toutes nos données. Alors là, je lui ai donné comme prompt, vous êtes un assistant français au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Vous devez répondre exclusivement en langue française. La mission consiste à analyser la base de connaissances du cabinet d'expertise comptable et à assister les collaborateurs dans la recherche rapide d'informations spécifiques à chaque dossier, nature de l'activité, spécificité en matière de TVA. Cela vise à optimiser la gestion du portefeuille client, la planification des tâches, à réduire les risques d'oubli ou d'erreur. Ne pas répondre en anglais, voilà, parce que OpenIA comprend qu'il ne faut pas répondre en anglais, mais quand on est sur Lama 2 ou sur Lama 3 pardon, ou sur Mistral, on est un peu, on peut avoir des réponses en anglais. Alors là, j'ai connecté du coup mon intelligence artificielle avec un nœud de base de données. Donc là, alors là, c'est très simple. Vous voyez, si vous voyez la petite clé, donc là, c'est dans ma clé API qui est secrète, pardon. Donc là, je la divulgue pas. Pareil pour Supabase. Donc là, j'ai ma clé Supabase pour me connecter en API. Donc, c'est que des connexions API. J'utilise le modèle d'OpenIA uniquement pour transformer le texte en audio, parce que là, je voulais pour l'exemple qu'on transforme ça en audio pour le collaborateur. Et puis, j'ai un autre nœud qui va transformer cet audio en MP3 et le stocker dans un cloud. Alors là, c'est un Google Cloud. Voilà, en tout cas, pour le test, c'était le plus rapide pour vous montrer. Donc là, je lui ai posé comme question, peux-tu me présenter l'activité du dossier AutoPro Service? Alors juste, je vais bouger un peu, on va lancer le test. Ouais, alors la réponse, il me l'a déjà donné. On va tester un autre. Alors, attendez, là, c'est la réponse. Et la réparation et l'entretien de l'activité du dossier Autopro Service et la réparation et l'entretien de véhicules automobiles. Il propose également des services de vente de pièces détachées et de véhicules d'occasion. Les principaux services offerts sont la réparation mécanique et électronique, l'entretien courant, le diagnostic automobile, la vente de pièces détachées et de véhicules d'occasion, ainsi que les services de carrosserie et de peinture. OK, donc là, on va lui poser une autre question à la base de données. Donc, peux-tu me présenter les spécificités en matière de TVA du dossier Le Pain Doré? Voilà, donc ça va être mon. Je vais juste changer, je vais mettre audio test 1. Donc là, on va le lancer en live, hein, comme on dit. Hop, je vais tester le workflow.
Donc là, ce workflow, je n'ai pas eu le temps de créer l'applicatif, mais bien sûr on peut l'utiliser après sur un applicatif. Donc là, il est en train de il est en train de transformer le texte en audio. Et là, le retour, c'est le MP3 qui est stocké. Donc là, on va le lancer ici. Hop. Les spécificités en matière de TVA du dossier, le pain doré, sont les suivantes. La déclaration de TVA est réalisée mensuellement. Elle est exigible le 23 de chaque mois. Un taux réduit à 10% est applicable sur les ventes de produits de snacking et petites restaurations consommées sur place ou à emporter. Un taux réduit à 5,50% est applicable sur les ventes de produits de boulangerie et pâtisserie. Il convient de noter que la boulangerie Le Pain Doré se retrouve fréquemment en situation de crédit de TVA. Il est donc important de suivre de près les crédits de TVA pour assurer un remboursement rapide ou une imputation correcte sur les périodes suivantes. Alors, on va tester un autre prompt. On va lui dire, hop. Alors là, je change le message. On est sur ici. Hop. Audio, on va le mettre. Tester. Voilà, donc on arrive à. Alors, si ça prouve que si on arrive à rentrer de la donnée dans une base de données. Point de vigilance pour le dossier. Le pain doré. Organisation administrative. Suivez l'évolution du solde et assurez-vous qu'il est cohérent. Obtenez les inventaires physiques en fin d'exercice. Attention, le bail commercial de 9 ans se termine le 27 juillet 2024. Gestion des crédits de TVA. Les crédits de TVA doivent être suivis de près pour assurer un remboursement rapide ou une imputation correcte sur les périodes suivantes. Cela est crucial pour optimiser la trésorerie de l'entreprise. Bon, peux-tu me lister les dossiers avec une TVA exigible au 21? On va tester ce dernier point et puis après hop, je vais vous présenter un autre flux de travail. Donc là, j'ai 3 lignes dans ma base de données, mais c'est pour vous montrer que ça réagit super bien. Voici les dossiers avec une TVA exigible au 21. Autopro Service, Clean Cars Express. Ces deux dossiers ont une déclaration de TVA mensuelle exigible le 21 de chaque mois. Voilà, après je vais lui demander le collaborateur en charge du dossier une dernière fois et puis après je vais vous passer sur un hop. Alors là, sur le nœud base de données, je lui ai donné les colonnes où il faut qu'il aille scanner de la donnée. Donc, le nom du dossier, le nom du client, le nom du collaborateur, la description de l'activité et la colonne spécificité de TVA. Donc là, j'ai créé une table cabinet dans ma base de données. Voilà, donc on peut avoir plusieurs tables, bien sûr, hein. Hop. Donc là, on va mettre test 4. Ouais, c'est assez rapide. Alors, sur OpenIA, c'était beaucoup plus lent. Donc, c'est pour ça que le collaborateur en charge du dossier Clean Cars Express est Clément. Voilà. Le collaborateur en charge du dossier Clean Cars Express est Clément. Alors là, on peut vérifier. Hein, si on va dans la base de données, Clean Car Express, le nom du collaborateur, c'est Clément. Donc, alors, ça veut dire, tout ça pour vous dire que si on commence à capitaliser un peu la base de connaissances du cabinet avec certaines informations, comme l'activité, on peut créer des outils qui vont nous permettre de gagner du temps. Le collaborateur questionne l'IA et il obtient sa réponse. Voilà, alors ça, c'est une idée, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques jours. Donc, je ne suis pas encore allé sur. Il fallait que ça marche, ça fonctionne déjà au niveau prompt, au niveau modèle d'IA.
mais on peut aller après sur de l'applicatif qui va gérer tout ça. Euh, Juste une dernière chose, j'avais réalisé un petit applicatif pour vous montrer avec les ambassadeurs de la data. Euh, alors, j'avais rentré des infos de la balance, d'une balance, et N8N a fait ressortir quelques infos clés de cette balance. Donc là c'est un Google Sheet, il y a un code qui s'exécute et je peux récupérer ici, si je lance le webhook, là je récupère la donnée de N8N. Voilà, ça c'est les infos les plus importantes que j'ai souhaité moi mettre en avant. Là je me connecte à l'API Papers. Alors c'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'IA, il ne faut pas donner de la donnée brute à l'IA quand on veut faire de l'analyse. Il faut souvent proposer plusieurs sources. Donc là, sur l'applicatif, je vais rentrer Sirène. On va aller se connecter à l'application, à l'activité. Bon, là, j'ai pris au hasard, hein, Boulangerie FM. Je l'ai pris sur Paper au hasard. Donc là, il a récupéré de la donnée via Papers. Il a récupéré de la donnée via N8N à partir de ma balance. Et puis là, maintenant, je peux agréger les deux infos et envoyer un prompt à l'IA en lui demandant de rédiger un rapport sur la rémunération du gérant et sur un rapport sur l'activité. Si je fais pas, si je, si j'envoie de la donnée directement à l'IA sans l'avoir retravaillée, généralement, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas. Donc souvent, il faut être euh, sur plutôt des processus où on va essayer de capter de la donnée de plusieurs sources. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de démontrer quand on a fait quand j'ai présenté les outils no-code aux ambassadeurs de la data, c'est de se dire on peut utiliser plusieurs sources de données. Alors là, sur le rapport, il met un peu de temps à s'exécuter. Essayer. Bon, c'est un vieux processus. Mais ce que je voulais surtout vous montrer là, c'est qu'on peut avoir un volet applicatif qui va gérer les réponses, bien sûr, d'OpenIA. Bon, là j'ai un bug sur. C'est un, c'est un, c'est un applicatif que je n'ai pas mis à jour depuis un moment. Je vais essayer d'actualiser par là. Ah bon, voilà, il a répondu. Rapport sur la rémunération du gérant de la SARL Boulangerie FM, la date d'aujourd'hui, donc le 11 juin 2024. Le gérant Fabrice Millet, donc est-ce que c'est bien ça? Je pense que oui, c'était dénomination. Donc, il a repris un peu les infos. Ce rapport a pour objectif de présenter une analyse détaillée de la rémunération du gérant. Voilà, donc il a récupéré les infos que j'avais dans un Google Sheet en matière de, c'était la balance, hein, rémunération 2023, rémunération 2022. Et puis j'ai quelques commentaires sur la variation. Le montant de la rémunération de M. Millet pour l'exercice 2023 a enregistré une diminution notable par rapport à l'année 2022. Bon, voilà, on a un petit rapport de l'IA. Alors, si on pose une question à ChatGPT, fais-moi un rapport de rémunération, bien sûr, il n'arrivera pas. Alors, si on lui donne un modèle de rapport et on lui donne la data, bon, on voit très bien que OpenIA, là c'est OpenIA, peut rédiger un rapport. Voilà, peut rédiger un rapport sur le, voilà, après, je ne sais pas si on peut ouvrir les micros pour avoir peut-être des échanges, une interaction. Je ne sais pas si tu es avec nous, lui. Oui, je suis avec. J'ai déjà, Bonjour à j'ai tous. déjà quelques questions, d'ailleurs. On peut pas. Enfin, Alors, j'invite à. Vous avez des questions-réponses là qui sont en bas de Oui. votre page Zoom sur laquelle vous n'hésitez pas à poser tout un tas de questions. Et mais malheureusement, on peut pas donner la parole là là-dessus à tous nos élèves. Alors, oui, j'ai intéressant, mais déjà complexe pour les non-initiés. Oui, alors c'est ce qu'on. Bien sûr que cette culture data, il faut quand même des formations de proximité, je pense en région. Il faut des groupes, des communautés. Parce que sur, par exemple, des flux, les flux de travail, on peut les partager, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, bah, moi, j'ai imaginé
tel flux de travail, si tu le veux, tiens, je te le copie, tu le colles, et puis tu paramètres tu paramètres ta boîte mail, et puis le flux de travail est connecté à ton tableur et il fonctionne, voilà. Mais c'est quand même moins compliqué que d'aller sur du code. Donc après, à la profession d'organiser, je pense, ces formations en région. Nous, en tout cas, on pense que le no-code a toute sa place et est très puissant, et donc il faut moderniser son cabinet avec des outils no-code, ce qui est moins complexe qu'une autre stratégie. Mais bien sûr qu'il faut de l'accompagnement, et il faut surtout travailler en communauté. Là, je rajouterais juste sur la partie compliquée, ça je peux l'entendre parce qu'on a vraiment fait enfin on a fait un petit tour d'horizon, mais il faut prendre les choses pas à pas, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'outil no-code qui vous paraît le plus adapté à vos besoins, celui qui vous paraît le plus facile d'accès, et commencer un petit peu à prendre le pied, enfin à prendre, je veux dire, à prendre la main sur ce premier outil. Typiquement, moi, j'ai commencé sur Notion parce que j'ai trouvé que c'était le plus accessible selon ma façon de travailler. Comme Nassim, lui, a plutôt été sur d'autres outils comme Oui. N8N ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Euh, Nous, ce qu'on vous a fait, c'est un panel des outils qu'on trouve les plus simples d'accès, en tout cas dans un temps, hein, et les plus utilisés. Alors, on a quelques autres questions. Y aura-t-il un replay? Il me semble que oui, Oui. c'est Oui, envoyé à vous aurez tous. excusez-moi, je vous coupe la parole. Vous aurez un replay qui sera diffusé dans notre newsletter vendredi. Tout à fait. Est-il possible de lier la base de données SQL de type Ageris à ce type d'outil no-code? Alors, tout à fait. Les bases de données SQL Oui, elles sont connectables. on peut les lier, il n'y a aucun problème. Et on peut les lier notamment avec Notion. Donc, et en sachant que Notion, pour ce cas de figure, peut les rendre interopérables avec énormément d'autres outils si vous arrivez à ressortir du SQLS sur d'autres outils. Alors, juste pour répondre sur les formations, moi, je pense que la formation qui peut vraiment vous aider, c'est une formation sur les API. Parce qu'en réalité, quand on comprend ce type d'échange de la data entre applications, il y a c'est pas non plus une formation qui est très vaste pour moi, parce qu'on peut, avec du no-code, on peut très bien comprendre, hein, j'ai capté de la donnée, je l'envoie sur un autre outil. Mais pour moi, si vous devez vous former, la principale formation pour commencer à appréhender la data, c'est comprendre les API. Alors, la partie sur Notion, on est très vite sur du payant. Alors oui, tout à fait. Tout en sachant qu'on passe d'un montant de 7 euros par collab par mois à un montant, je crois, de 14 euros pour la version la plus intéressante. C'est notamment une version où on peut sortir du PDF de masse. Là, on commence vraiment à bien s'amuser avec. Donc, je trouve que pour un outil où parfois on vous facture le CRM à 70 euros par personne par mois, donc on reste quand même sur des tarifs qui restent encore très raisonnables. Et certes, il demande un travail en amont, mais vous aurez un outil qui sera personnalisé et pas figé. On peut voir comme des outils tels que Keoval ou d'autres outils aujourd'hui qui sont des outils vraiment très très figés, très compliqués à gérer. Mais en tout cas, c'est des outils sur lesquels j'ai pas adhéré. Et aujourd'hui, on peut avoir des outils plus personnalisés pour moins cher et beaucoup plus interopérables. Ouais. Euh, alors, où trouve-t-on une bonne formation sur les API? Alors moi, c'est vrai que je me suis formé sur des plateformes. Moi, je me suis formé sur Udemy, Udemy. Il y a des formations, alors ça peut aller c'est peut-être, des fois c'est 10 euros, des fois c'est 50 euros, des fois c'est 100 euros. Ça dépend des promotions et de, et de, et des formations.
Mais oui, il faut aller sur des plateformes comme ça où on peut apprendre via euh, des vidéos, en fait, hein, des vidéos, des exemples. Mais Ouais, moi, t'as je sais aussi Udemy, oui. ouais, t'en as plein d'autres. Ouais. Ouais. Voilà, il y a des plateformes en ligne où on apprend et en tout cas, moi, je me suis très souvent formé avec Udemy. Udemy, ouais, c'est vraiment très bien, c'est le meilleur, je trouve. Hmm. Et c'est vraiment pas cher, hein. En réalité, on peut avoir des formations à Hmm. 30-40 euros. Voilà, et puis c'est plusieurs heures de formation. Ouais. Bon. Alors le wagon, alors de mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu ces formations sur le wagon. Après, je me trompe peut-être, ça a peut-être évolué depuis. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à aller voir surtout des formations, par exemple pour Power BI ou autre, hein. Et d'ailleurs de très bonnes formations. C'est Ouais. vrai qu'il faudrait leur suggérer parce que je trouve que leur pédagogie est plutôt bonne. Donc Hmm. c'est une bonne idée, Eric. Ouais, je pense qu'il faudrait effectivement prévoir une mini formation, pas forcément aller dans une mini formation pour prendre en main quelques outils no-code intéressants parce que à partir du moment où c'est dur, c'est toujours dur au début, mais à partir du moment où on crée un premier flux de travail, une première automatisation, il y a un effet où on est vraiment content et on a envie d'en créer plus. Donc oui, il faut juste, je pense, une petite formation, pas quelque chose de très lourd, pas, voilà, je pense une après-midi, ça pourrait suffire, euh, avec surtout couplé à un outil no-code qui fonctionne bien. Alors sur la partie confidentialité des données, c'est une question qu'on s'est posée. Ça, c'est une certitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les outils no-code ne proposent pas tous le même niveau de confidentialité des données. Donc, en fonction également comment dire, des formules que l'on prend. Donc, on peut avoir du cryptage de la donnée de A à Z et on peut avoir des choses qui sont faites en vase clos. Ce qu'a présenté Nassim, donc lui, il gère lui-même la structuration de son flux de données. Donc, tant que vous le gérez en vase clos, il n'y a aucun problème. Hmm. Après, il faut comprendre que si, par exemple, vous faites appel à de l'intelligence artificielle, il faut s'assurer que celle-ci reste en vase clos dans votre schéma. C'est tout. Zacharia, par exemple, la clé API, tu sais, la clé API, tu peux la générer autant de fois que tu veux d'une manière aléatoire. Alors moi, quand je l'ai rentrée dans mon outil, bien sûr, j'ai fait en sorte qu'elle soit secrète, mais je ne la vois plus, elle est plus visible. Donc Mm, elle est plus visible du tout. Si un jour je dois repartir de zéro, ben, je régénère une nouvelle mm, clé et je supprime l'ancienne. tout Voilà. à fait. Ouais. Donc, quel programme no-code pour créer son propre outil de gestion interne et gestion des temps avec une confidentialité totale? Alors, moi, ce que j'utiliserai, c'est en tout cas aujourd'hui Notion, Zapier, qui permet d'interconnecter votre Outlook. Vous pouvez donc, les collaborateurs peuvent mettre, par exemple, pour la saisie des temps, le temps passé sur Outlook sur leurs différents dossiers. Et ça peut ensuite atterrir directement sur Notion. La seule petite subtilité qu'il faut voir, c'est que sur ce genre d'interopérabilité, pour que ça puisse fonctionner, il faut créer des règles, on va dire, et des règles bien strictes. C'est-à-dire que, par exemple, soit vous travaillez sur des noms de dossiers, soit vous travaillez sur des codes dossiers, pour que, bah, en fait, de l'un à l'autre, enfin, l'outil puisse retrouver et lier le temps que vous avez affecté à certains dossiers. Pour la gestion interne, voilà, c'est des outils qui fonctionnent bien. On peut en avoir d'autres. Toi, Nassim, tu utiliserais quoi, du coup? Pour la gestion interne, Mm, après, moi, c'est vrai qu'on est plus sur des tableaux partagés. mm. Euh, euh, Après, il y a Airtable, je pense, qui est très puissant. Ouais. Airtable est très puissant. Alors, pour de la masse de données, alors moi, Airtable, j'irais même jusqu'à l'utiliser pour l'audit. Ouais. Alors, ça, et pour le coup, c'est sécurisé parce que là, c'est complètement en vase clos. Mais Airtable peut être hyper intéressant pour traiter de la masse de données sur des grosses missions d'audit. Ouais. Mm. Oui, et puis on a cette logique de base de données qui est très simple à prendre en main avec des tables qu'on peut créer, partager, alimenter. Ouais.
Tout à fait. Et bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre café numérique, l'utilisation des outils no-code dans les missions d'audit ou au moment de gros traitements, en tout cas de données. Ouais. Alors, quelle est votre position vis-à-vis de la discrétion secret professionnel par rapport à toutes les données envoyées à ces outils? Oui, alors bien sûr, il faut être vigilant. Là, c'est pour ça c'était plus le cas d'usage, c'était plus la formation des collaborateurs et la gestion du turnover et les informations. Après, moi, je pense que les outils sont fiables. Après, si votre serveur il est attaqué, de toutes les manières, c'est problématique, bien sûr. Mais moi, quand je prends la base de données je suis sur ACD, ma base de données, elle n'est pas plus sécurisée que ce que je vais mettre sur Supabase, hein. Donc, et je le sais parce que si vous, c'est assez documenté à ce sujet. Donc, c'est le problème de la cybersécurité dans son ensemble. C'est pas parce que vous êtes allé sur une solution no-code que vous avez ouvert plus de portes. Voilà, pour moi, il faut avoir une stratégie sécurité par ailleurs. Je pense que les API telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, elles offrent des niveaux de sécurité. On n'est pas en train d'échanger de la donnée par mail, on n'est pas en train d'échanger on n'est pas en train de partager un Excel. On est en train on partage un Excel à un outil, mais derrière, euh, c'est une connexion pareille qui est sécurisée entre l'outil et le tableur. Donc, que vous soyez sur l'environnement Microsoft ou que vous soyez sur l'environnement Google, on est sur des authentifications fortes. Et après, la donnée, on va la capter via des API. Comme je vous ai dit, vous avez une clé API, il ne faut pas la divulguer. Généralement, on ne va pas la divulguer. Voilà. Et je pense que les échanges API sont pour moi plus sécurs que de la data qui traîne sur nos tableurs. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que là, on arrive au bout des questions. Louis, c'est tout bon pour toi, du coup, de ton côté? Oui, oui, bah si tout est bon de votre côté, oui, parfaitement. Voilà, bah, comme on a dit tout à l'heure, là, le webinaire est enregistré, il sera rediffusé vendredi dans notre newsletter. Alors, bah, sous accord de Nassim et Zakaria, on vous transmettra aussi le PowerPoint. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, avec plaisir. Ouais. Voilà, bah, merci à tous pour votre participation. Bah, on espère que ce webinaire de qualité vous a plu. Voilà, puis on reviendra vers vous, on communiquera là sur le prochain café numérique qui sera début juillet. Et voilà. Eh ben, d'ici là, merci à tous. Si Nassim et Zakaria, vous avez terminé de votre côté? Oui, Oui, moi, juste un mot pour dire, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, bien sûr. De toute façon, on ne met rien en place dans les cabinets en très peu de temps, donc c'est toujours beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout si vous voulez aller sur justement ces nouvelles compétences data, y aller doucement, doucement avec des outils très compétitifs. Je pense que c'est la bonne voie. Voilà, on ne va pas vous demander d'apprendre la programmation, mais de maîtriser un environnement. Et avoir une certaine culture générale. C'est tout. bah, merci à tous. Super, Merci. ben, merci Nassim, merci Zakaria, merci à tous pour votre participation. Et puis à bientôt. Et puis à très bientôt sur SF. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.